je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière édition de la semaine. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. José Sacré vous dévoilera le nom du nouveau directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Dans le cadre du salon Ever Monaco, l'association MC2D, en collaboration avec la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, ont organisé les 11e rencontres Monaco Jeunesse et Développement durable. Nous resterons dans le domaine environnemental avec la signature entre la Fondation Prince Albert II de Monaco et le Fairmont Monte-Carlo dans le cadre du partenariat Mr Goodfish. Nous parlerons culture avec les palmes de Monsieur Schutz de Jean-Noël Fenwick, présenté au Théâtre Princesse Grace, une pièce inspirée de la vie de Pierre et Marie Curie. Les Sérénissimes de l'humour au Grimaldi Forum avec un coup de projecteur sur l'Open du rire. Et enfin, nous rejoindrons notre invité du week-end. Aujourd'hui, il s'agit de Jérôme Magaille, anthropologue. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a un nouveau directeur musical. Son nom a été dévoilé lors d'une conférence de presse à l'Auditorium Régnier 3 ce vendredi. José Sacré vous en dit plus. Ce vendredi 3 avril 2013, au Troparium de l'Auditorium Régnier 3, les responsables des entités culturelles monégasques, des musiciens, de nombreux journalistes étaient présents à la conférence de presse annonçant la nomination par son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, présidente de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, du prochain directeur artistique et musical de la formation monégasque, le maestro Kazuki Yamada. Le maestro Yamada est un grand chef en devenir puisqu'il est très jeune. C'est un chef qui a eu l'occasion de diriger un certain nombre de concerts en Principauté de Monaco de façon brillante. Et puis, comme il a eu l'occasion de vous le dire, ses premières émotions musicales datent aussi, je dirais, de concerts auxquels il a assisté et qui étaient dirigés par Maître Gelmetti. Il y a donc ici une continuité. Moi, je voudrais rendre hommage à Maître Gelmetti, qui est un grand chef, qui a rendu beaucoup de services à la Principauté de Monaco et qui, je dirais, a facilité, en continuité, ce recrutement, je dirais, d'un nouveau chef qui est une nouvelle page dans l'orchestre de Monaco. I'm so happy and very honored. Je suis très heureux, très honoré. Comment vous dire, aujourd'hui je suis très ému avec le maestro Gelmetti. C'est vraiment un moment fantastique. Je suis très heureux, mais je sens aussi la pression sur mes épaules. Vous savez, souvent je dis comme blague que prendre la charge de directeur musical dans l'orchestre, c'est un peu un mariage. Donc, souvent c'est très difficile parce qu'on a des amours vite qui se passent, de nuits d'amour en concert, mais ça ne suffit pas. Après il y a tous les problèmes, les quotidiens, donc Yazuki, comme d'autres chefs, on les a sélectionnés beaucoup. Ce n'est pas qu'on a fait un concours, parce qu'évidemment, il y a des excellents chefs dans le monde, mais disons c'est celui qui a été généralement le plus apprécié par le public, par les critiques, par l'orchestre, par notre présidente, par le conseil d'administration. Donc disons, il a eu un consensus général. Aujourd'hui, on est vraiment tous très heureux, évidemment, puisqu'on vient d'annoncer cette belle nouvelle et qu'elle s'est faite d'une façon tellement naturelle et consensuelle qu'on ne peut que s'en réjouir. On est arrivé en haut de la montagne. Le chemin n'a pas toujours été rapide, aussi rapide qu'on l'aurait souhaité les uns les autres, aussi facile forcément. Mais ce qui compte, c'est ça, c'est ce résultat-là. Ne l'oublions pas, le chemin compte, mais le but est le plus important. Monsieur le conseiller, c'était votre dernière intervention publique puisque vous partez, je crois, à la retraite. Est-ce que vous continuerez à aller au concert? Car vous étiez un fidèle de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Je viendrai comme je ne me retirerai, je dirais, assez dans les Alpes-Maritimes, pas très loin d'ici. Il m'arrivera effectivement de venir écouter notre orchestre. J'ai effectivement, pendant ces 9 ans, assisté à beaucoup de concerts avec beaucoup de plaisir, eu beaucoup de relations professionnelles avec les musiciens, avec les chefs d'orchestre et avec également bien sûr l'administration de l'orchestre. Ça a été un moment fort de mes 9 ans ici en Principauté, sans aucun doute. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images,
Cette passation de commandement au centre de secours de Fontvieille, après 7 années à la tête du centre de secours, le major Jean-Marc Decaune quittera ce poste pour rallier l'état-major en qualité d'adjoint au chef du bureau Opération Transmission Planification. Il sera remplacé par l'adjudant Serge Daffara. Il s'est vu d'ailleurs confier ce poste au cours d'une cérémonie militaire organisée dans le centre de secours de Fontvieille en présence du colonel Luc Fringant, commandant supérieur de la force publique, et du lieutenant-colonel Tony Varro, chef de corps des sapeurs-pompiers. Nous vous parlions d'Ever Monaco dans une précédente édition, un salon qui a réuni des chercheurs, des scientifiques et des industriels. Et bien comme chaque année, plusieurs élèves de la principauté ont également participé à cet événement dans le cadre des rencontres Monaco Jeunesse et Développement Durable. Sandrine Nègre a suivi cette 11e édition. De nouveaux thèmes cette année pour la finale de ces rendez-vous organisés par l'association MC2D. Des rencontres proposées depuis 2005, Ever a accueilli la finale des 11e rencontres de Monaco Jeunesse et Développement Durable, et quelques heures avant la fermeture de son édition 2015. Depuis le début, dans l'émission que nous avons à MC2D, nous estimons qu'il est important que la jeunesse s'exprime et réfléchisse aux questions de développement durable et environnemental notamment. Donc voilà, on continue. Nous avons le soutien et la participation active de l'éducation nationale, des professeurs. Donc tout ceci est une bonne configuration et nous sommes très contents de pouvoir être présents là vis-à-vis des jeunes et puis de faire la finale aujourd'hui. Parce qu'au sein des établissements, ils ont déjà discuté, ils ont déjà fait leur propre estimation, évaluation, etc. 4 groupes de lycéens se sont effectivement préparés pour monter sur la scène de la salle Camille Blanc afin de défendre leur point de vue, une position, grâce à différents arguments, tout comme dans un vrai débat télévisé, animé d'ailleurs par Patrice Devray. C'est une volonté depuis le début de faire ressembler ce débat à une émission de télévision. Alors évidemment, moi j'ai fait beaucoup de journaux télévisés et de débats et d'émissions pour les adolescents il y a de nombreuses années de cela. Et c'est pour cela que ça va revêtir cette forme. Et c'est vrai que ça permet aux jeunes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir aussi débattre dans des conditions qui sont un petit peu plus ludiques qu'un débat traditionnel, on va dire. Les 2 premiers groupes du lycée Saint-François d'Assise Nicolas Barret se sont affrontés autour d'une question. L'usage des plastiques peut-il s'inscrire réellement dans une démarche de développement durable ? Autre thème à l'honneur pour les 2 autres groupes du lycée Albert Ier, cette fois-ci, l'écotourisme peut-il sauvegarder l'environnement tout en favorisant le développement économique du pays ? Personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose. Déjà, on est devant un public et on doit gérer le stress de différentes manières. On ne doit pas stresser devant le public parce que sinon le public va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le jury aussi, bien sûr. Et donc oui, personnellement, c'est une expérience qui peut apporter pour le futur. Comment vous êtes-vous préparés tous pour ce débat ? Alors tous les mercredis, on allait au lycée, on se regroupait pour regrouper les arguments, pour chercher des informations, des faits, des choses comme ça. Et après, petit à petit, on organisait des débats avec l'opposition pour voir un petit peu l'organisation, planifier tout et voilà. Est-ce que le fait de participer à ces rencontres et à ce débat, ça t'a donné l'envie de parler environnement, protection de l'environnement autour de toi, à ta famille, à tes amis par exemple ? Oui, moi oui, mais en fait, je fais déjà ce débat parce que dans mes études plus tard, j'aimerais travailler dans les relations internationales. Et donc, le débat, c'est important. Et en plus, c'est une cause, l'environnement quand même, qui nous touche. Donc, du coup, oui. Depuis 2008, ces débats sont très largement soutenus par la Fondation Prince Albert II. Des débats suivis de près par un jury composé de représentants des diverses institutions monégasques chargées de désigner les 2 groupes vainqueurs. Mais l'intérêt de ces débats dépasse largement la désignation de ces vainqueurs. Chaque année, ces rencontres permettent de sensibiliser les lycéens à la préservation de leur planète. On reste dans le domaine environnemental. Le 1er avril a été choisi pour officialiser la signature entre la Fondation Prince Albert II de Monaco et le Fairmont Monte Carlo dans le cadre du partenariat Mr Goodfish. Ce label vise à promouvoir l'utilisation de certaines espèces de poissons dans la restauration afin de préserver les ressources marines. Les explications d'Alexandra Pani.
Le label Mr Goodfish propose aux entreprises, aux restaurateurs et au grand public de découvrir des poissons et des produits de la mer disponibles en abondance et dont les stocks ne sont pas en danger. Ce programme a été lancé par le réseau Océan Mondial afin de réduire l'impact de la consommation de l'homme sur les ressources marines. 3 entités pilotent ce projet, l'aquarium de Gênes en Italie, l'aquarium de Finistrae en Espagne et Nausicaa en France. Des restaurateurs de la Principauté ont d'ores et déjà répondu présent, dont le Fairmont Monte-Carlo. On va représenter évidemment les intérêts de l'association et la stratégie de M. Goodfish à travers de tous nos restaurants. Et quand vous regardez le Fairmont aujourd'hui, c'est une entité qui est, par rapport à sa taille, énorme en restauration. On sert à peu près 480 000 couverts à l'année. Donc vous pouvez vous imaginer qu'on apporte quelque part un tout petit grain de sel à cette très belle initiative. À ce jour, près de 450 partenaires collaborent au programme Mr Goodfish. La Fondation Prince Albert II de Monaco a pour objectif de développer ce label sur l'ensemble de la côte méditerranéenne. C'est une contribution, encore une fois, dans un contexte qui est un contexte général de surpêche et de danger, je dirais, pour l'équilibre du milieu, mais aussi pour la gestion durable et la survie à terme d'un certain nombre d'espèces et de stocks de poissons. Donc c'est un moyen d'aider à une meilleure utilisation de ce que nous offrent les ressources de la mer. La liste des espèces de poissons et crustacés est visible sur le site internet de Mr Goodfish. Les internautes pourront également y découvrir un grand nombre de recettes inspirées de restaurants gastronomiques et de chefs étoilés pour qu'une consommation durable et responsable rime avec plaisir. Le Théâtre Princesse Grace poursuit sa programmation. Jeudi étaient présentées Les Palmes de Monsieur Schutz de Jean-Noël Fenwick, une pièce inspirée de la vie de Pierre et Marie Curie. Voyez ce reportage de Dominique Poulain. Bonjour Mémon. Bonjour Curie. Bonjour, monsieur le directeur. Alors ces travaux, ça avance? À grands pas. On peut espérer un communiqué. Je suis sur le point d'aboutir. Et vous Curie? Cet électromètre à quartz, ça? Eh bien, je suis bloqué, monsieur le directeur. Bloqué? Comment ça bloqué? Mais il fonctionne parfaitement avec tous les métaux sauf un. Lequel? L'uranium. Avec l'uranium, mon électromètre s'affole complètement. Après Paris et une tournée en France, la pièce Les Palmes de Monsieur Schutz a fait une halte au Théâtre Princesse Grace pour une dernière représentation. Cette pièce est inspirée de la vie de Pierre et Marie Curie et raconte leur rencontre et leurs travaux à l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. Le directeur de l'école, Rodolphe Schutz, rêve d'avoir les palmes académiques et pour mettre la pression sur Pierre Curie, professeur et chercheur de l'école, il recrute une jeune étudiante polonaise, Marie Curie. C'est le début d'une grande aventure. C'était une femme qui avait un caractère fort, ce qui est assez bien retranscrit dans la pièce. Une femme qui a quitté son pays d'enfance, la Pologne, assez jeune, à une vingtaine d'années, pour justement pouvoir être scientifique et avoir le droit aux études, ce qui n'était pas le cas pour les femmes en Pologne et qui n'était pas le cas pour la plupart des Polonais à cette époque-là, qui est venue chercher ça en France, qui s'est battue, qui a eu des batailles et féministes et scientifiques, et donc il y a une vie assez riche, assez courageuse, et voilà, une femme d'une intelligence, d'une ténacité assez incroyable. C'est moi qui les ai unis, je suis une sorte d'entremetteur. Mais avec une idée derrière la tête quand même. Oui, une idée derrière la tête, c'est-à-dire que dans la pièce, pas dans la réalité, en fait, dans la pièce, le professeur Schutz est obsédé, directeur de l'école, est obsédé par les palmes académiques. C'est d'où le titre de la pièce, les palmes de Monsieur Schutz. Et donc, c'est un peu, il les force un petit peu au travail, au charbon. Voilà, faut qu'il bosse pour que lui tire les honneurs des découvertes. Et donc, c'est une façon de mettre la pression à Pierre. Ah, c'est une très très grosse pression que je leur mets tout le long. Mais en fait, au bout du compte, il est très sympathique, Schutz. Je crois que c'est surtout un faible, un lâche, et puis voilà, quoi, c'est surtout ça. Mais très sympa à la fin. Mais au début, c'est une ordure totale. C'est un canular. Un canular? Que vous grugiez l'école est déjà scandaleux. Et en plus, la discréditer... Oh, permettez, je préfère mise au point, rien du tout. Les Palmes de Monsieur Schutz, une comédie au texte vif, aux répliques irrésistibles et aux situations les plus drôles. Quoi? Bah, je dis, tu y crois? Ah ouais. Il suffirait d'une pression
protection de ceux qui ont bien besoin de mon appareil. C'est ça finalement la comédie, il faut qu'il y ait des percussions entre les personnages. Si les personnages s'entendent tous bien, c'est pas drôle. Donc il faut qu'il y ait des petites chicaillailles entre les uns et les autres, quoi. Et c'est la force de l'écriture de l'auteur, Jean-Noël Fenwick, qui a su faire, d'après ce que dit la presse et puis d'après ce qu'on a du public quand il sort, c'est une pièce drôle et intelligente. Mais les gens sont vraiment pétés de rire et en même temps ils apprennent plein de choses. Et nous aussi on a appris beaucoup de choses grâce à cette pièce. Cette pièce a été créée à la fin des années 80 avant d'être remontée aujourd'hui quasiment telle qu'elle, et c'est toujours une réussite. Après plus de 1000 représentations et 4 Molières, la comédie a été adaptée dans 21 pays, dont la Chine et le Japon. Elle a aussi été mise à l'écran en 97 par Claude Pinoteau, avec Isabelle Huppert, Charles Berling et Philippe Noiret. Bravo. Avant de retrouver notre invité du week-end, parlons de cet événement qui fête ses 10 ans cette année. Les Sérénissimes de l'humour battent leur plein actuellement au Grimaldi Forum. Frédéric Hélion revient sur l'Open du Rire qui a eu lieu jeudi soir et qui a réuni, vous allez le voir, de nombreux comiques. 10 ans déjà pour les Sérénissimes de l'humour, le Festival du Rire en Principauté. Un événement désormais bien ancré dans l'univers de l'humour en France. Après une première soirée réussie mercredi soir avec Patrick Timsit, le Grimaldi Forum accueillait l'Open du Rire jeudi soir. Le concept, 5 humoristes se succèdent sur scène avec des sketchs d'un quart d'heure. À l'affiche, Claire Jazz, Jarry, Tano, Selig et Koé. On essaie de regarder l'actualité des artistes, on se renseigne aussi auprès de leur production sur les différentes tournées qui sont à venir. Et puis en fonction de ce qui tourne, on essaie un petit peu de réfléchir pour créer une programmation qui soit assez éclectique pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc aussi bien avec des têtes d'affiche qu'avec des gens qui débutent, comme par exemple les Open du Rire. Donc c'est un travail qui se fait en gros 1 an à l'avance en fonction de l'actualité des tournées. 16h30, début des répétitions. Chaque artiste passe sur scène, quelques réglages sur la lumière, les effets sonores ou le retour, le tout dans la bonne humeur. Quelques minutes avant l'entrée sur scène, le stress monte dans les loges. Première à monter sur les planches, Claire Jazz. Ça monte bien, mais j'ai trop envie. Ça fait quelques années que je ne suis plus venu jouer à Monaco, donc j'ai super envie. Et j'ai super le trac. En plus, il y a le prince. C'est quoi? Il ne sait pas encore, mais je vais faire un selfie. Monseigneur, est-ce que je peux me permettre d'avoir l'outrecuidance de faire un égo-portrait, hein, autrement dit un selfie, mettre ma face contre votre face, s'il vous plaît. Oh la vache. Oh la vache. C'est un spectacle qui parle de la communication, de la surcommunication à outrance. C'est un peu une satire. À force de vouloir communiquer, on ne communique plus. Et en fait, nous sommes dans une réunion des téléphones addicts anonymes. C'est comme une réunion d'alcooliques anonymes, mais c'est les TAA, téléphones addicts anonymes. Si je peux le faire, on peut tous le faire, tous ensemble. Moi aussi, je suis capable de couper mon portable. C'est moi ça? Ah pardon, excusez-moi. Oui, non, voilà, parce qu'en fait, je l'ai coupé, mais je ne l'ai pas éteint. Pardon, excusez-moi. Voilà, en fait, je ne sais pas comment on fait, je ne l'ai jamais éteint de ma vie, pardon. Excusez-moi. Je ne dois pas craquer, je ne touche plus à mon 4G. Tous ensemble. Je ne dois pas craquer, je ne touche plus à mon 4G. Tout le monde, faites du bruit! Monte le son! Deuxième artiste jeudi soir, Jarry, un personnage atypique débordant d'énergie qui a enflammé le Grimaldi Forum. Jarry, tu viens d'arriver, tu fais comme tout le monde. Salut mes frères, je viens pour la prière, t'as vu? Pardon? Si je sais me mettre à genoux?
je prie avant. Place ensuite à Tano, un retour aux sources pour cet humoriste qui a passé une partie de sa scolarité à Menton. Mais là, le FLNC, vous avez vu, dans les médias, dernièrement, ils ont dit « Nous déposons les armes ». François Hollande a dit « Où ?» Je suis super content de revenir ici parce qu'en fait, c'est un peu là que tout a commencé. Parce que j'ai gagné l'Open du Rire il y a, je sais pas, 5 ans, un truc comme ça. Et derrière ça, je suis parti faire un festival, c'était, je sais plus, dans les Caraïbes. Et j'avais trouvé une prod et tout ça. Et donc, du coup, voilà, je reviens à la maison. Et puis en plus, moi, je suis d'ici, quoi. Donc, je suis aux Anges. La zonzon, c'est bon, la zonzon, c'est ta maison. Ce soir, j'ai fait un espèce de milkshake. Je vais commencer par un petit stand-up très court. Et ensuite, je vais parler un peu de tout, des Femen, des flics de la BAC de Paris et des Corses. T'es allé où à la chasse? Au Stabiaccione. Je connais Stabiaccione, côté d'un palinundo. Derrière Santa Zigione Stracciu. Après Santa Thérèse di Strabogno de Gazzulattu. Oui, là, au Petit Jean, il a enterré Monsieur... Son chien. Tu as attrapé quelque chose à la chasse. Qu'est-ce que t'as attrapé? Un torticolis. Mais je t'ai dit 100 fois, regarde, t'es comme ça, tout ça. Regarde, t'es là, comme ça. Regarde, et des fois, tu parles, tu te tournes comme ça. Ça fait un torticolis. Ah ben, il faut que tu sortes de la voiture. Je vais vous parler des maisons intelligentes, la domotique. J'adore ça. J'ai une maison intelligente. Lui est un artiste qui monte ses ligues, raconte des scènes du quotidien, des instants que l'on a tous vécus au moins une fois dans notre vie. Qu'est-ce qu'ils se racontent? Tu sais pas. Ils parlent entre eux. Toujours est-il que la maison, écoutez-moi bien, tu rentres dans une pièce, ça s'allume. Tu sors de la pièce, ça s'éteint. Tu re-rentres dans la pièce, la baraque, elle te dit « Arrêtez de jouer avec la lumière !» J'avais fait les Sérénissimes il y a 10 ans. Le premier, avec Rire et Chanson. Et de revenir là, 10 ans après, c'est super parce qu'il y a eu beaucoup de choses pendant cette décennie. Et d'être là avec les copains, c'est génial. Dernier à monter sur scène, Coé, connu pour ses passages à la télévision ou à la radio, le Picard est désormais un habitué des planches avec 230 dates depuis 3 ans et demi. Au début, les gens ils venaient pour ça aussi. Ils disaient non, j'écoute à la radio, je vois la télé. Maintenant, ils viennent parce qu'ils ont entendu dire que quand même sur scène, il fallait venir et que c'était bien. C'est un vrai show de 2 heures et je m'amuse avec eux. Vous prenez autant de plaisir vraiment entre la télé et comme ça le théâtre? Ah oui, parce que c'est autre chose encore. C'est une sorte de mise en danger. Si à un moment donné on a fait un truc moins bien, on se dit on essaie de le récupérer tout de suite, mais on peut pas dire couper. On va recommencer, on va la refaire comme au début. Non, voilà. Donc il y a un petit peu d'adrénaline que j'aime bien là-dedans. C'est beau la pub pour le Big Mac, hein, avec les tranches, vous avez la viande, le fromage, la salade. Quand vous l'achetez, il est tout petit, hein? On a l'impression qu'au McDo, au bout de la chaîne, il y a un mec qui fait. Les Sérénissimes de l'humour, c'est jusqu'à dimanche soir avec Laurent Gérard et ses 15 musiciens vendredi, les Chevaliers du Fiel samedi soir et Mars et Vénus 2 en clôture dimanche soir. Et c'est le moment de retrouver notre invité du week-end. Aujourd'hui, il s'agit de Jérôme Magaille. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes responsable de la mission archéologique conjointe Monaco-Mongolie. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous présenter les lieux? On est juste devant le musée d'anthropologie. Alors tout à fait, nous sommes ici devant le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Alors vous savez, c'est une très vieille institution, puisqu'elle a été fondée en 1902 par le prince Albert Ier. Et donc elle a été transférée ici dans les années 60 par le prince Régnier III. Et ici, bien entendu, on conserve toute une série d'objets archéologiques depuis plus d'1 siècle. Ce musée accueille également des expositions. L'exposition actuelle, c'est les secrets des pierres. Tout à fait, en ce moment il y a le secret des pierres. Alors pour les visiteurs qui aiment justement à la fois les jolies pierres, mais aussi les pierres taillées par nos ancêtres, eh bien ils ont cette exposition qu'ils peuvent visiter donc jusqu'à la fin du mois de mai. Et il y a également ce fameux mammouth qui a été offert par un généreux donateur. Tout à fait. Alors nous avons un squelette de mammouth. Stepa, c'est ça? Stepa, qui est dans la salle Albert Ier, voilà, qui était en effet un dépôt inattendu pour le musée, un très très beau dépôt. Et nous avons fait d'ailleurs des datations de ce squelette et on est autour de 30 000 ans avant Jésus-Christ. C'est un véritable cabinet de curiosité en fait ce musée. Tout à fait. On a à la fois le secret des pierres, vous verrez, où il y a beaucoup de pièces, mais il y a également en effet ce mammouth, mais qui est associé à toute la faune ancienne qu'il y avait pendant la période glaciaire, notamment ici sur la Côte d'Azur. Donc toute cette faune qui a pour
pour partie disparues, mais qu'on continue à étudier grâce à ces restes phoniques. Alors le musée Jérôme est également un institut de recherche. Régulièrement, vous partez faire des fouilles. On va parler justement de votre rôle de responsable de fouilles archéologiques qui est effectué conjointement avec la Mongolie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ça fait plusieurs années maintenant que vous partez là-bas. Alors tout à fait, depuis 2006. Nous avons coopéré avec l'Institut d'archéologie de l'Académie des sciences de Mongolie. C'est une mission bilatérale. Donc ici, le gouvernement princier a donné son aval pour créer cette mission. Et chaque année, chaque été, en fait, nous nous déplaçons en Mongolie pour faire des fouilles archéologiques, mais aussi pour promouvoir ce patrimoine mongol que l'on connaît peu finalement. Alors, comment ça se passe sur place? Combien de temps durent les missions? Alors c'est à peu près un mois et demi. Nous sommes entre bien sûr les gens du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco et les gens de l'Institut d'archéologie d'Oulan-Bator, nous sommes à peu près une quinzaine, une vingtaine. Et donc nous vivons au centre de la Mongolie, en pleine steppe, et nous faisons des fouilles essentiellement de tombes, mais aussi des relevés d'art rupestre. Et c'est ce que j'allais vous demander justement, qu'est-ce que ces fouilles ont mis à jour? Alors nous mettons à jour essentiellement des squelettes, hein, mais à la fois pas seulement des squelettes humains, mais aussi des squelettes de chevaux, de moutons, de chèvres qui ont été déposés souvent près des défunts. Donc c'est de la matière que nous pouvons dater et nous pouvons comme ça faire toute la chronologie, je dirais, de la fin de l'âge du bronze, du début de l'âge du fer en Mongolie. Le site, c'est dans la province de l'Arkhangaï, c'est ça, le site de Tsatinereg? Tout à fait, dans la province de l'Arkhangaï, qui est située à peu près à 500 km de la capitale. Donc il y a bien un jour et demi de voyage pour atteindre ce site archéologique. Et c'est vrai que notre surprise a été grande la première fois que nous y sommes allés parce que nous nous attendions à quelques tombes et en fait il y en a des centaines. Et ce patrimoine mongol finalement a très peu été étudié. Il y a aussi des épées. Alors la particularité, c'est à chaque fois vous moulez les traces que vous trouvez lors de ces fouilles. Hein. Tout à fait. Dans ce programme que l'on a avec la Mongolie, qui est financé par la direction de la coopération internationale, il y a des ateliers de moulage qui sont prévus pour apprendre aux archéologues mongols de quelle façon on peut mouler toutes ces pièces archéologiques pour prêter en fait les copies aux pays étrangers et donc garder les originaux en Mongolie afin de les protéger tout simplement. Le prince a pu voir ces fouilles, a pu constater tout le travail qui a été effectué sur place? Tout à fait, en 2008, il est venu au mois d'août. Il a à la fois visité le site archéologique, mais aussi un monastère que l'on est en train de restaurer. Et ce monastère, en fait, est un musée. Et il va devenir, en quelque sorte, le pôle central d'un itinéraire culturel dans cette province de l'Arkhangaï. Et cette mission aussi permet une double vocation, hein. C'est également la protection du patrimoine parce qu'il y a beaucoup de pièges. On le rappelle, ces fouilles étaient aussi sous l'égide de l'UNESCO. Tout à fait. En fait, le projet, c'est à la fois de faire des fouilles archéologiques, mais de montrer qu'on peut faire une application de l'archéologie. C'est-à-dire que l'on va fouiller et puis après on va réaménager les sites archéologiques, on va les reconstituer même pour certains d'entre eux, notamment avec de très belles pierres dressées et gravées. Et après, une fois que ces sites sont fouillés, ils peuvent être visités à la fois par les touristes mongols d'ailleurs, qui sont très intéressés par leur patrimoine, mais aussi par les touristes étrangers. Et les touristes français aussi, puisqu'il y a une exposition qui a découlé de ces fouilles. Tout à fait. Alors non seulement on a fait ces ateliers de moulage, mais en plus avec les moulages que nous avons faits, nous avons créé une exposition itinérante que nous avons présentée à Paris pour la première fois, puisque nous sommes sous l'égide de l'UNESCO, où on l'avait présentée au siège de l'UNESCO, et puis après à Monaco bien entendu, puis à Menton, puis après à Quinson et bientôt à Bibracte, près de Dijon, grand centre archéologique, qui nous emprunte cette exposition jusqu'en novembre prochain. Premier nomade de Haute-Asie, c'est ça? Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On peut revoir ces stèles qui sont autour de nous? Non seulement on peut voir ces stèles gravées, mais nous avons également fait un partenariat avec nos collègues russes pour pouvoir présenter aussi des stèles qui sont en Russie, qui sont très proches de ces modèles, mais toute une série d'objets. Il y a près d'une cinquantaine d'objets qui ont été moulés et qui sont présentés au public. On va parler aussi de la future exposition qui aura lieu ici au musée au mois de juin. C'est sur la Sibérie, c'est ça? Alors tout à fait, c'est une exposition qui est vraiment liée à notre mission en Mongolie,
puisque nous avons proposé avec les Mongols conjointement de faire un partenariat avec nos collègues russes qui sont venus en Mongolie d'ailleurs étudier les tombes avec nous. Donc c'était finalement une mission monégasco-russo-mongole. Voilà. Et bien sûr que les Mongols étant souverains, ce sont eux qui ont bien entendu, qui sont souverains chez eux, ont invité les Russes et nous en étions d'ailleurs très contents d'avoir nos collègues russes avec nous. Et en contrepartie, c'est vrai qu'ils ont été très intéressés par notre démarche, étudier ces premiers nomades de Haute-Asie. En fait, il y avait un territoire qui débordait la Mongolie actuelle et qui donc arrivait pratiquement jusqu'à Abakan, jusqu'à Ulan-Ude, vous savez, qui sont ces grandes villes de Sibérie. Et donc nous avons constitué cette exposition sur ces premiers nomades qui n'avaient pas d'écriture, malheureusement, qui n'ont pas laissé de traces écrites sur eux, mais qui ont laissé tous ces objets que nous avons moulés. Et quel sera le nom de cette exposition? Alors là, ça sera la civilisation Okuniev, du nom qu'ont donné les Russes à cette civilisation. Et c'est un art qui est très étrange, avec de grands visages, souvent des visages à 3 yeux. Donc ce sont certainement des esprits ou peut-être des animaux, des bêtes mythologiques qui sont représentées. Donc c'est encore très mystérieux pour les chercheurs qui se penchent sur cette civilisation. Et concernant votre travail de responsable de mission, prochain départ pour la Mongolie, ça sera... Alors le prochain départ en principe c'est pour la fin juin, on est en train de tous s'accorder avec nos programmes et nos emplois du temps, mais voilà, en principe on devrait partir autour du 27-28 juin. Il faut savoir que les fouilles continuent, elles ne durent pas un mois, est-ce qu'elles continuent tout au long de l'année aussi par les archéologues mongols? Alors les fouilles, en effet, la plus grosse partie des fouilles c'est l'été parce que là-bas le climat, bien entendu, vous savez, à partir du mois d'octobre, au mois de novembre, on est dans des températures négatives. L'hiver, voire, il fait moins 45, donc c'est assez difficile. Mais c'est vrai que nos collègues mongols vont continuer ce que l'on appelle le post-fouille, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fouillé, eh bien, il faut étudier le matériel qui a été sorti des tombes, notamment. Il faut aussi refaire les relevés d'art rupestre et tout ce post-fouille en fait est un travail qui va durer à peu près toute l'année, notamment à l'Institut d'archéologie d'Oulan-Bator. Vous parlez de température à moins 45, comment on conserve le site, comment on le préserve justement pour que les fouilles puissent continuer ensuite quand les températures deviennent un peu plus clémentes? Alors c'est vrai que lorsqu'on fouille des tombes, elles sont fouillées l'été, mais après on les protège de nouveau pour l'hiver. Mais ce qu'il faut savoir qu'en effet, on est à des températures très, très négatives, mais on n'a pas forcément de couches de neige très épaisses. En fait, on a souvent des verglas, alors c'est très très froid bien entendu. Les Mongols d'ailleurs ne peuvent plus se déplacer à ce moment-là, ils restent souvent dans leur secteur, dans leur yourte, mais les sites archéologiques quand même demeurent bien protégés. Merci beaucoup Jérôme Magaille pour nous avoir fait partager tout ce savoir et ces recherches. On se retrouve après vos fouilles pour faire un petit point, bientôt 10 ans maintenant que... Et oui, cette année, ça va être la 10e campagne en Mongolie, oui, tout à fait. Alors un petit point après l'été alors. Merci beaucoup, oui, sans problème. On se quitte quant à nous sur la météo, les prévisions pour les prochains jours. À très bientôt sur Monaco Info. Détérioration du temps prévue pour samedi avec l'apparition de nuages encombrants. Il fera 12 degrés le matin et 15 l'après-midi. Le ciel sera toujours incertain dimanche avec un temps partagé entre soleil et éclaircies. Une amélioration est prévue pour le lundi de Pâques avec un ciel bleu et des températures en hausse. Enfin, mardi, soleil et quelques nuages passagers. Il fera un maximum de 17 degrés au meilleur moment de la journée.